Si vous aussi, vos profs écrivaient trop de bavardages dans vos bulletins, bienvenue dans un podcast de plus. Et peut-être celui de trop. Au micro, Kenza, Manon et Gabriel vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'un podcast de plus. Déjà avant de commencer, petit trigger warning, on va parler d'un sujet assez sensible qui est le deuil périnatal. Donc avec nous, j'ai une amie et ancienne collègue qui est venue témoigner sur ce sujet. Donc voilà, elle s'appelle Lou. C'est parti. Bonjour Lou. Bonjour. Est-ce que Lou, tu veux nous expliquer du coup qu'est-ce que le deuil périnatal ? Alors, le deuil périnatal, du coup, c'est le fait de perdre un bébé, donc pendant la grossesse, pendant la dernière partie de la grossesse, c'est-à-dire à partir de 20 semaines de grossesse, donc il me semble 22 semaines d'aménorrhée, parce qu'en fait, aménorrhée, ça veut juste dire la date de tes dernières règles, donc généralement c'est 2 semaines avant. Donc 20 semaines, ça correspond à peu près à 6 mois de grossesse, et jusqu'à quelques jours après la naissance. Donc ça, on appelle ça, deuil périnatal. Est-ce que peut-être tu veux commencer par nous dire pourquoi t'as voulu venir en parler aujourd'hui avec nous, qu'est-ce qui t'a donné envie de porter ta voix Ouais, je me souviens en fait, c'est venu presque d'un coup, en fait, à un moment où j'ai eu l'idée de me dire ce serait bien que ça devienne peut-être un peu public. Donc avec par l'intermédiaire de ce podcast-là, ça permet aussi que la parole elle soit transmise de manière plus publique. Moi, c'est venu assez d'un coup et tout de suite, je t'ai envoyé un message pour t'en parler. Parce que je me suis rendu compte assez vite que les choses qui m'aidaient dans mon processus de deuil, c'était le fait d'en parler. Et que c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé déjà à comprendre ce qui m'était arrivé. Poser des mots, être dans le dialogue, c'est quelque chose qui m'a fait du bien. Et aussi, je pense que j'avais la volonté de trouver à ce moment-là des manières de rendre hommage à mon fils, qui est décédé. Parce que s'il avait énormément compté beaucoup pour moi, parce que moi j'ai senti mon enfant bouger en moi, finalement pour les autres, il n'existait pas encore. Mais oui. Alors qu'il avait vraiment une vraie présence pour moi. Et donc c'est vrai que quand il est décédé, ça m'a touchée moi très très profondément. Mon compagnon Idriss aussi évidemment, les personnes de ma famille aussi beaucoup, parce qu'en fait ils étaient tous aussi dans cette attente de ce bébé qui allait arriver. Mais du coup ce manque, il était vraiment moins pour les autres. Je me suis dit que il fallait que je fasse quelque chose de cette mort-là qui ait du sens en fait, qui ait du sens aussi pour déjà d'une part parler de mon enfant, pour dire voilà, il a existé. Et je pense que c'est aussi dans le cheminement de la résilience de pouvoir aussi en faire quelque chose. Et je pense que c'est la même chose en vrai dans tous les deuils. Quand on perd quelqu'un qui nous est cher, moi je me souviens, j'ai perdu ma grand-mère, j'imagine que vous avez aussi perdu des gens dans votre famille. En fait, il y a un moment donné où le fait de leur rendre hommage, c'est quelque chose qui est important. De se dire, moi je sais que par exemple ma grand-mère, c'était une femme que je trouvais très instruite, etc., qui était pour moi une femme qui avait une forte indépendance au niveau intellectuel, et du coup c'est vrai que ma manière de rendre hommage, c'est essayer aussi un peu de perpétuer cette chose-là. Et du coup, c'est vrai que Noé, c'est un bébé, mon fils s'appelle Noé, c'est un bébé qui a pas du tout écrit d'histoire en fait. Mais je pense qu'il y a une volonté d'en faire quelque chose. Et comme je vous dis, les choses qui m'aident aujourd'hui dans cette résilience, c'est d'en parler. Et je me rends compte aussi qu'autour de moi, il y a plein de personnes en fait à qui c'est arrivé. Je découvre un peu aussi leur histoire en fait, qui ont vécu en fait cette espèce de cataclysme dans leur vie, et de me dire en fait c'est fou que on n'en ait jamais parlé en fait, alors que c'est quelque chose qui est hyper important. Et parce que c'est un côté tabou autour de ça, alors que ça devrait pas l'être. Complètement. Je pense qu'il y a un moment où quand j'ai su que mon fils était mort, j'avais besoin de me rattacher à des modèles un peu. À me dire est-ce que c'est possible de s'en sortir, est-ce que c'est possible de pas sombrer dans une forme de folie. Moi c'est quelque chose qui me faisait hyper peur, de me dire je vais être dans une dépression. J'avais hyper peur de ça, me dire ça y est, moi là je vais pas pouvoir continuer à avancer. Et du coup j'ai très très vite eu besoin d'entendre des témoignages de femmes
qui étaient passés par là et qui disaient que ce qui les avait aidés dans ce processus, j'avais besoin en fait qu'on me rassure dans le fait de me dire tu te racontes pas des histoires, enfin t'es dans le bon chemin, le bon cheminement, etc. Et du coup voilà, je me dis aussi que c'est peut-être une manière aussi pour les proches, pour les gens qui sont complètement démunis, parce que c'est vrai que la plupart du temps, les gens disent j'ai pas les mots. Et je comprends aussi très bien, parce qu'en vrai, je pense que j'aurais pas eu les mots non plus. Il y a un espèce de truc absurde de perdre un enfant avant qu'il soit né. Enfin, c'est horrible, quoi. Donc voilà, et de voir aussi qu'il y a certaines personnes qui ont voulu absolument dans un élan de bienveillance être tout de suite on va te changer les idées, etc. Alors qu'en fait moi j'étais focus là-dessus, je pensais qu'à ça, et je pense qu'à ça maintenant, enfin je pense qu'à ça, pas tout le temps, maintenant moins, mais c'est quelque chose qui était hyper important, et moi j'avais besoin de parler, et du coup il y avait des personnes qui se sont dit non, faut pas lui en parler pour que elle retombe pas dans quelque chose qui soit très dur. On savait plus comment agir avec toi. Exactement. Sauf que toi t'avais besoin de que j'avais besoin t'avais besoin que ce moment existe. Complètement. En fait, pour que des autres aussi. Ah ouais, complètement. Que ce moment existe, que mon fils existe. Ouais, voilà. Et le fait que la vie continue autour de moi, et même si je sentais la volonté des autres à essayer de trouver les choses positives, j'ai eu un côté aussi hyper comme ça, à être toujours optimiste. Et en fait, il y a eu un moment où, oui, l'optimisme c'est bien, parce que je pense que c'est aussi un moteur qui fait que moi je me suis dit la résilience elle est possible, j'y croyais et j'y crois encore, mais en fait ça c'est que dans très longtemps, et qu'il y a un moment donné où en fait pour que ça ce soit possible, pour que la résilience elle soit possible, il faut réussir à en parler. Et je pense que c'est important en fait de parler de la mort et du deuil, parce que c'est quelque chose qui fait partie de la vie en fait. C'est une étape justement dans ce deuil aussi, l'acceptation et communiquer autour de ça, ça permet d'avancer, c'est sûr. Parce que le taire, c'est une forme aussi de... Le taire dans les mots, c'est aussi taire l'événement, de dire c'est pas arrivé, alors qu'en fait, je pense qu'à ce moment-là, t'as besoin aussi de reconnaissance. Et puis de prendre pour... Enfin, c'est réel. Ça doit être... tu dois être dans des réalisations de attends, mais est-ce que c'est vraiment... Enfin, qu'est-ce qui se passe, et est-ce que c'est plus... j'imagine ça aussi comme un moyen de faire vivre ta grossesse aussi, et de non seulement réaliser la mort, mais aussi le fait que cette grossesse elle ait existé, et qu'en fait elle était là, quoi. Enfin... Ouais, complètement. Et c'est vrai que moi je me suis souvenue très vite quand j'ai su que mon fils était décédé. Presque dans la première chose que j'ai voulu, évidemment j'ai eu besoin tout de suite d'en parler, d'avoir ma famille au téléphone, d'essayer de dire un peu ce qui s'était passé, pour déjà réaliser ce qui s'était passé, raconter pour essayer de dire oui, ça s'est vraiment passé, ça a été un espèce de processus un peu de j'ai vécu ça et je le dis, ça me permet de conscientiser, mais de me dire aussi, j'ai pensé à une femme qui est une maman d'élève, une maman d'un copain de mon fils, une maman d'élève de l'école, parce que j'ai un autre fils, j'ai deux autres enfants, donc Myriam qui a 6 ans et Idriss qui a 8 ans, et donc quelques mois plus tôt on s'était retrouvés, je lui avais demandé combien elle avait d'enfants. Et en fait, elle m'a dit, j'ai 3 enfants, et en fait, j'ai 4 enfants, il y en a un qui est décédé à 37 semaines de grossesse, donc qui est décédé à 9 mois de grossesse. Et en fait, elle l'incluait dans ses enfants, donc elle en parlait aussi assez librement, et elle l'incluait vraiment dans tous les enfants qu'elle a eu. Et donc tout de suite, j'ai voulu en fait me dire, il faut que je l'appelle, faut que j'en parle avec elle. Déjà, faut qu'elle me dise que, parce que elle, ça s'est passé il y a plus de 8 ans, donc c'est possible de s'en sortir. Mais je me suis dit, j'ai apprécié le fait que on sentait que la parole elle était libre de ce côté-là. Et voilà, c'est tout. Je sais pas sur quoi je voulais rebondir au départ. C'est pas grave. Ça te reviendra peut-être après, mais oui. Je trouve ça fou justement que il y a eu cette personne dans ta vie pour ce qui t'est arrivé ensuite. Je me dis, c'est vraiment... regarde Lou, il y a quelqu'un qui a vécu la même chose que toi, une personne de ressources comme tu dis, mais sans que tu le saches. Complètement. Je trouve ça dingue en vrai. Mais je pense que c'est hyper important en fait de le dire, parce que justement, ça arrive plus
souvent qu'on le croit. Voilà, le but c'est pas de faire peur à toutes les futures mamans, mais en fait c'est important parce que il y a un moment où en fait on se retrouve dans un espèce de truc hyper absurde de perdre un bébé, alors que voilà, moi mon bébé tout allait bien en fait. C'était une grossesse où tout s'est bien passé, où il y avait pas de difficultés du tout. La veille, on l'avait vu à l'échographie et tout allait bien, il prenait son pied dans sa bouche, il bougeait, on a dit on a regardé mon col qui commençait à se dilater, l'accouchement est vraiment pour peu de temps. Et donc c'est vrai que le matin, j'ai pas senti mon bébé bouger et je me suis dit que c'était bizarre, mais bon, je l'avais vu la veille, enfin tout allait bien. Et finalement c'est un accident, comme des gens qui font un infarctus alors que ils ont aucun problème de santé, ils font un infarctus à 30 ans et voilà, et c'est des choses qui arrivent. Mais du coup c'est une telle absurdité que moi je pense que c'est important de pouvoir en parler pour avoir ces personnes ressources là, parce qu'en fait quand je l'ai annoncé, je me suis rendu compte que moi aussi en fait j'ai vécu ça, j'ai perdu un enfant à 6 mois de grossesse. Moi ça me touche aussi particulièrement parce que moi aussi j'ai perdu mon enfant le jour de l'accouchement et je me rends compte qu'il y a plein de gens. Et avoir le courage de parler pour ouvrir la parole pour les autres aussi. Ouais, complètement. Et puis en même temps, d'un côté, je me dis on n'en parle pas, mais aussi quand t'es dans ta vie, ton quotidien et tout, à quel moment t'en parles aussi. Ça vient pas, c'est pas une conversation lambda que tu vois, autour d'un café, oui, au fait, il m'est arrivé ça. Oui, mais parce que justement, il y a un tabou autour. Ouais, voilà. Oui. Et parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité aussi, et donc du coup, en fonction des personnes, je pense que tu sais pas, c'est des sujets qui sont toujours sensibles pour les gens, et donc plutôt que être maladroit, les gens préfèrent ne pas en parler en se disant que si je l'aborde pas, je blesserai pas, alors que, je pense que ne pas en parler, ça blesse aussi au final, peut-être même plus qu'être maladroit, selon les gens encore une fois. Mais après je peux comprendre aussi certains parents sur le fait qu'ils veulent pas en parler, parce qu'en fait moi je me suis rendu compte quand j'ai dû l'annoncer, parce que en fait j'ai eu toute ma période de grossesse, donc j'allais chercher mes enfants à l'école, etc. Tu travaillais avec moi. Voilà, il y avait tous les parents d'élèves qui disaient alors c'est pour quand le bébé, sur la fin de la grossesse, tout le monde me disait ah là c'est donc pour pas longtemps, etc. Et en fait, moi, j'ai perdu Noé la veille de la fin de l'école, au mois de juillet, en fait. Okay. C'était vraiment les derniers jours de l'école. Et donc, je savais qu'à la rentrée, j'allais retrouver tous ses parents, qui allaient venir et me dire « Alors, le bébé !» Voilà. Pour le coup, j'étais prête à en parler, parce que du coup, je sais que c'est quelque chose qui me fait du bien. Mais en fait, je me rends compte que c'est vrai que annoncer ça... il y a des gens, ça les touche énormément, qui vont pleurer, etc. Et du coup, je dois aussi me dire non mais c'est pas grave, vous pouviez pas. Et en fait, je me suis rendu compte que même si j'étais prête à ça, et le fait d'avoir des gens qui sont hyper touchés quelque part, ça me fait du bien, parce que je me dis ça touche des gens. Mais en fait, c'est difficile aussi d'absorber tout ça. Je me souviens que dans les premiers temps, des fois, je l'annonçais à 5 personnes dans la journée. Et en plus, du coup, on doit hyper résumer le truc, parce que finalement, c'est devant l'entrée de l'école, les parents partent déposer leurs enfants. Donc du coup, on va hyper résumer la situation. Et en fait, ça se terminait très souvent par... Moi, je disais, c'est la vie. Et on arrive et on avance. Oui, c'est le cas, c'est la vie, il y a des choses, il y a des épreuves, c'est la vie, on y arrive et on avance, mais c'est tellement réduire en fait tout ce qu'on a traversé en 2 phrases. Et du coup, il y avait un espèce de truc où j'ai l'impression que mon fils Noé, il était plus trop dans cette histoire-là, c'était assez bizarre et c'était assez perturbant. Donc je peux comprendre aussi qu'il y a un moment donné où moi j'étais hyper soulagée quand je me suis dit bon, je pense que ça y est, les parents de l'école sont tous au courant. Maintenant, on va pouvoir parler un peu d'autre chose, même si des fois ça m'arrive d'en parler avec des parents, ça me fait du bien aussi, mais du coup de prendre le temps en fait. Et de le faire parce que tu l'as décidé, et pas parce que on te pose une question et donc tu dois répondre, et c'est pas toi qui as décidé du moment, et c'est différent. Complètement. Donc c'est vrai que c'est, je sais pas, c'est délicat sur cette histoire de tabou. À la fois je peux le comprendre aussi en fait. C'est pas quelque chose qui me met en colère, parce que je me dis mais même moi je sais pas comment j'aurais réagi à une amie qui me dit qu'elle a perdu son enfant. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Et puis en fait, qu'est-ce qu'on peut dire pour soutenir? Il y a rien qui fera que ça changera ça changera les choses. Bon, peut-être qu'on y reviendra, mais il y a dans les choses qui m'ont fait du bien ces gens qui posaient des questions sur comment je ressentais, voilà. Et
Du coup, avec tes enfants, comment ça s'est passé? Comment ils l'ont compris? Parce qu'ils sont quand même assez jeunes. Ton copain aussi. Enfin, comment vous l'avez vécu tous les 4, quoi? À l'échelle familiale. Ouais. Alors, je vais peut-être parler d'Idriss parce que c'est avec lui que j'ai vécu en premier ce choc-là. Donc, comme tu t'es qu'on précise, tes autres enfants c'était d'une autre relation. Oui, exactement. Et du coup avec Idriss. Voilà. Donc avec Idriss, donc mon compagnon, c'est du coup Noé, c'est son premier enfant. Lui, il avait pas d'autres enfants avant. Moi, j'ai déjà 2 autres enfants que j'ai eu d'un précédent mariage. Et donc en fait, pour recontextualiser, on voit Noé à l'échographie le mercredi d'avant, tout se passe bien. On se dit que dans quelques jours l'accouchement est proche parce que le col commence vraiment à travailler. Voilà, donc on avait tout installé, le petit lit, tout était prêt, la valise de maternité était prête. Là, on était juste dans un peu l'émotion de se dire bon bah il arrive bientôt. Idriss, donc mon compagnon, vraiment, enfin c'est le rêve de sa vie qui se réalise. Il a toujours eu envie d'être papa. Moi, je suis trop contente de faire un enfant avec lui parce que bah c'est un super mec avec qui je sens que ça va être génial de partager cette parentalité là. Et donc le matin quand on se réveille, d'habitude Noé se réveille toujours avec nos voix en fait parce que quand on parle, il se réveille et je le sens bouger, etc. Donc c'est un peu le rituel. Là ce matin là, du coup le jeudi, donc juste après l'échographie, je le sens pas bouger. Je me dis bon bah je commençais à avoir des contractions. Je me dis bah il est peut-être fatigué. Je sais que pour ma fille Meriem, ça m'avait fait ça aussi fin de grossesse où je la sentais plus trop bouger. Et ça m'avait même inquiétée. Okay. Et finalement je m'étais rendue à l'hôpital à ce moment-là, puis tout allait bien en fait. Elle faisait juste un méga dodo quoi. Donc je me dis je me dis que bah c'est qu'il doit être fatigué par le travail qui commence et voilà. Donc je passe toute ma journée, normalement je dépose mes enfants à l'école, je suis là-dedans. Le soir, il y a la fête de l'école, la dernière fête de l'école avant la fin de l'année scolaire exactement, qui se fait, etc. Et je suis avec une amie maman, on parle du fait que je vais bientôt accoucher et je lui dis bah aujourd'hui j'ai pas trop senti mon bébé quand même bouger. Mais bon, elle m'a dit oui, moi aussi ça m'est arrivé avec ma fille pareil. Puis on me dit oui mais c'est peut-être c'est peut-être normal. Et le soir avec Idriss, donc exceptionnellement mes enfants partent avec leur père ce soir-là parce qu'ils les voyaient pas pendant un petit moment, donc du coup ils passent la soirée avec leur père et le soir on se regarde une série avec Idriss, donc mon compagnon, et on regarde cette série, je sais pas si vous l'avez vue, c'est l'histoire de la fille qui dit qu'elle a un cancer. Et en fait c'est sa mère qui l'a... C'est cider vinaigre, je sais pas quoi. Désolée pour la référence complètement... Alors, je sais plus, c'est d'après une histoire vraie d'une fille qui a prétexté être malade du pour cancer. vendre une espèce de méthode de soins par l'alimentation complètement foireuse. Ça a été suivi par je ne sais combien, enfin c'est devenu une influenceuse à travers ça, et c'est parti en vrille complet, et en fait elle a fait du mal à la santé de beaucoup de jeunes filles qui étaient vraiment malades et qui ont voulu suivre sa méthode alors qu'elle ne l'était pas. Ouais voilà, c'est exactement ça. Et du coup il y a une série Netflix qui est sortie là-dessus. Et donc à un moment ce personnage, tu l'as vu ou pas la scène? Oui. Ouais, du coup je vais te parler de la scène qui va peut-être faire référence, c'est qu'il y a un moment elle accouche d'un bébé mort-né. Je sais pas si tu vois cette scène. Il y a un moment donc voilà. Le personnage principal. Oui, le personnage principal. Oui, okay. Et donc on regarde ce truc là et on se dit non mais on n'a pas du tout besoin de se regarder ça en ce moment, c'est hyper badant, enfin du coup on se dit qu'on arrête. Puis je dis moi c'est vrai que j'ai pas trop senti Noé bouger aujourd'hui, donc je commence un peu à ça te fait cogiter, à psychoter, etc. Et puis bon, du coup les trucs qu'on fait d'habitude pour un peu stimuler le bébé, c'est on boit un petit verre de jus, un petit truc sucré, généralement ça le fait bouger, et puis on commence à bouger le ventre, à le bouger bien, et puis ça bouge toujours pas quoi. Donc je me dis bon, on va aller à la maternité parce qu'en vrai sinon en fait on va juste passer une nuit pourrie. Bon, après je pense que on y va pour passer une bonne nuit, pour se rassurer en fait, parce que là sinon en fait on va juste être pas bien quoi. Donc sur tout le trajet avec Idriss, moi je commençais à flipper un peu, me dire bon c'est quand même hyper bizarre quoi. Et Idriss il me dit non mais y a pas de raison, on l'a vu hier, tout allait bien, enfin y a aucun souci quoi, ça devrait le faire, et puis on est là-dessus. Donc après on est pris en charge pour faire un monitoring. Donc un monitoring c'est quelque chose pour entendre le cœur du bébé. Donc il y a une sage-femme qui nous prend en charge, qui fait le monito, elle entend rien sur le monito. On entend un moment poum poum poum, c'était le cœur, elle me dit ça c'est votre cœur madame.
Voilà, donc c'était pas le cœur du bébé. Mais peut-être qu'il est mal placé, peut-être qu'il est placé d'une manière différente, qu'il a dû se retourner. On va voir avec la gynéco qui va faire une écho pour voir si tout va bien. Mais là, elle est sur un autre accouchement en ce moment. Donc on attend peut-être 15 minutes. Donc là, avec Idriss, on commence à trouver le moment hyper long. Ouais, 15 minutes là, c'est long. Et moi, commencer à me dire, j'ai l'impression que je dois me préparer à quelque chose dont je suis absolument pas prête, en fait. Et Idriss qui me dit, mais non, enfin, Lou, vraiment, il y a aucune raison. Tout va bien, notre bébé, il est en bonne santé, il s'est rien passé, t'as pas eu d'accident, enfin, tout va bien. Là, il est peut-être juste retourné, et puis on essaye, voilà, de se raccrocher à des choses. Oui, t'as raison, c'est vrai. Et donc, il y a la gynéco qui arrive pour faire l'échographie. Elle commence à dire, bon, bah, il a bien la tête en bas. Ça, c'était un peu les objectifs des dernières échos, c'est voir qu'il avait bien la tête en bas pour, voilà, sécuriser un peu l'accouchement. Et elle remonte vers le cœur, et en fait, là, on voit aucune activité cardiaque. Enfin, moi, je vois ça, je réalise pas tout de suite. Et puis elle me regarde, la gynéco, elle me dit bon, il y a pas de bonne manière de l'annoncer. Et là, moi, je comprends pas. Je vois Idriss qui se met à pleurer. Je suis dans une incompréhension totale en regardant cet écran avec ce cœur qui bouge pas. Et me dire, bah non, c'est pas possible en fait. Donc je comprends pas en fait tout le drame qui se passe autour de moi, de la gravité de la gynéco qui me regarde, je pense avec son regard hyper grave que j'oublierai je pense jamais, de voir mon mec qui pleure et me dire non mais en fait là vous faites une histoire pour rien, c'est pas possible quoi. Je commence à comprendre. La première chose que je dis, c'est à Idriss. Du coup bah je me précipite sur lui et je me dis on va y arriver. Là, en fait, faut qu'on y arrive. On va y arriver. Et je répète ça. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Parce que, avant ce drame dans notre vie, on était hyper heureux. Et que moi, je veux être heureuse. Je veux continuer, moi, à vivre cette vie-là où je suis heureuse, où voilà, où j'ai un mec génial, où ça se passe bien avec mes enfants. Enfin, Noé, c'était un peu la consécration de tout ce bonheur-là, quoi. Et en fait, je veux qu'on y arrive. Je sais pas comment, mais je veux qu'on y arrive. Et du coup, bah, toute cette nuit-là, avec Idriss, on a vécu quelque chose d'hyper fort de connexion. Comme jamais j'ai eu, parce qu'en fait on était tous les deux dévastés, un niveau de douleur que je n'ai jamais reçu en fait. Enfin, c'était horrible. On se regardait, on pleurait, on parlait, on essayait de comprendre un peu ce qui se passait, on se remettait à pleurer, on avait mal physiquement dans tout le corps. C'était c'était quelque chose d'horrible, mais on était collés, mais vraiment même physiquement, on n'arrivait pas à se décrocher. C'est comme si en fait, on était dans une espèce de mer déchaînée et qu'on était tous les deux la bouée de sauvetage l'un de l'autre, quoi. Mais à la fois, cette connexion, elle était tellement belle et tellement forte en fait que ça a été quelque chose qui a été je pense hyper salvateur pour nous parce que voilà on a été très connectés et pendant des jours plus tard on avait énormément de mal à se séparer, c'est-à-dire que il y en avait un qui partait aux toilettes, c'était hyper compliqué pour l'autre quoi, ne serait-ce que voilà ces trucs là par exemple quand j'allais prendre une douche ou Idriss allait prendre une douche, l'autre il restait avec une chaise à côté pour vraiment le support émotionnel de chacun. Ouais, il y a besoin vraiment et besoin d'en parler et besoin de comprendre ce qui s'était passé. Et en fait, on en parlait parce qu'on vivait les choses de la même manière. Alors évidemment, moi j'avais porté Noé dans mon corps, Idriss non, mais c'était un papa qui était hyper investi sur la grossesse et du coup qui était énormément dans cette attente-là et du coup, enfin voilà, il vivait vraiment les choses comme moi. Et il y a eu ce moment, donc dans toute cette nuit, parce que du coup ils nous ont gardés à l'hôpital la nuit de l'annonce en fait. Donc on faisait, on était complètement hallucinés, enfin on pleurait, on était dans un état terrible. Et puis à un moment donné on se dit faut qu'on arrive à dormir ne serait-ce jusqu'un peu, parce qu'en fait si on veut tenir aussi, si on veut pas dérailler, le sommeil, c'est quelque chose qui est essentiel, parce que si on n'a plus le sommeil, en fait là c'est la dérive. Ouais, c'est la dérive en fait. Donc on se dit bon bah on va essayer de dormir. Donc on essaye tant bien comme on peut de s'endormir et en fait on arrive à s'assoupir tous les deux en même temps. On a dû s'assoupir, je sais pas, peut-être 5 minutes, quelque chose comme ça. 5 minutes on s'assoupit et en fait moi ce que je ressens à ce moment-là quand je m'assoupis, une espèce de paradoxalement hyper bizarre dans ce moment-là, mais un espèce de soulagement, mais ultra profond. Une espèce de paix intérieure, hyper étrange dans un moment comme ça, quoi. Une espèce de truc hyper beau.
et puis d'un coup la réalité l'angoisse qui revient, l'angoisse qui revient et ça me réveille. Et Idriss pareil se réveille au même moment. Et je lui dis c'est hyper étrange, je viens de sentir quelque chose d'hyper apaisant, enfin c'est hyper bizarre qu'il m'arrive ça. Il me dit je viens de sentir exactement la même chose. Donc du coup nous on se raccroche au fait de se dire que c'est l'âme de notre bébé qui est passé, qui nous a fait un petit coucou avant de repartir, parce que c'est quelque chose qu'on a vécu très fortement tous les deux. Mais émotionnellement, on vivait les choses hyper pareilles, et on parlait énormément, on faisait que ça. Et voilà, c'est ici que se termine la première partie du témoignage de Lou. On a fait le choix de le découper en 4 parties, et de les publier tout au même moment, donc c'est à vous de choisir si vous voulez poursuivre son écoute maintenant ou plus tard. En tout cas, on vous remercie pour votre écoute, et on espère à bientôt. Bisous!